Nouveau journal sur RTI 1. Bonsoir à tous. Dans les titres de cette édition. 3000 kits scolaires ont été distribués dans la commune de Yopougon par le coordonnateur du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Le professeur Adama Diawara matérialise à travers ce geste la solidarité de son parti envers les plus démunis. Plusieurs parents d'élèves militants ont aussi reçu des kits scolaires. Le séminaire de lancement de l'assistance technique de France travaille à l'agence Emploi Jeunes dans le cadre de la troisième phase du contrat de désendettement et de développement a eu lieu cette semaine. Le programme qui s'étendra sur 18 mois avec une vision jusqu'en 2027 vise à moderniser et à optimiser les performances de l'agence Emploi Jeunes. Et puis, les autorités rwandaises ont annoncé 6 morts du virus de Marburg hier samedi. Les victimes et les personnes infectées toujours en traitement sont principalement des professionnels de santé, a expliqué le gouvernement qui appelle à la vigilance. Le virus de Marburg est une fièvre hémorragique similaire à Ebola. Vous êtes sur RTI 1 et on démarre avec les activités du coordonnateur adjoint du RHDP de la commune de Yopougon qui donne un brin de joie aux parents d'élèves militants de son parti. Adama Diawara a aussi procédé samedi à la distribution de 3000 kits scolaires aux élèves issus de milieux vulnérables. Un don qui marque l'engagement du RHDP pour le social. Le professeur Adama Diawara a aussi pris part à la finale d'un tournoi de football où il a invité la jeunesse au vivre ensemble. Le compte-rendu de Khalil Dumondé. Une cargaison de kits scolaires en plein déchargement au siège du RHDP de Yopougon. Ces kits estimés à 3000 sont destinés aux militants et aux élèves issus de couches sociales vulnérables. Ces dons du ministre Adama Diawara, coordonnateur adjoint du RHDP de Yopougon, visent à alléger les dépenses des parents d'élèves. C'est une bouffée d'oxygène parce que la rentrée scolaire vient de commencer. Bénéficier d'un kit scolaire en cette période pour nous, c'est vraiment une action de grâce. Merci à papa Adama Diawara. On va bien travailler le collège. Cette action sociale est pour Adama Diawara une réaffirmation de l'engagement du RHDP pour le bien-être des militants et des populations en général. Cet engagement, le RHDP entend le renforcer et veut compter sur le soutien de l'électorat de Yopougon pour 2025. Ouattara, c'est une chance pour la Côte d'Ivoire. 2025, on fera en sorte que ce soit une formalité pour notre candidat, le président Ouattara. Gagner une présidentielle, ce n'est pas uniquement avec nos militants. On fait le plein de voix de nos militants et on s'en va chercher chez les autres. Alors, la première chose à faire, ceux qui ne sont pas sur la liste électorale, il faut qu'ils aillent s'inscrire sur la liste électorale. Après cette remise de kits, Adama Diawara s'est rendu aux côtés de la jeunesse de Yopougon-Sogefia pour la finale du tournoi de football Maracana. Le lieu pour le coordonnateur adjoint du RHDP de lancer un appel à la cohésion sociale avant de décerner le trophée de la compétition remporté par l'équipe Super Junior. On reste dans le domaine de l'éducation avec le groupe scolaire Tarago Kone au quartier Tiogona dans la commune de Bundiali qui a désormais une école maternelle. Il s'agit d'une section réalisée en briques plastiques par l'UNICEF et son partenaire de la COICA. L'inauguration a été faite par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Mariatou Kone a aussi remis des prix aux meilleurs élèves des régions du Poro, du Tchologo et de la Bagoué. Le compte-rendu de Soro Corona. Double cérémonie au groupe scolaire Tarako Kone dans la commune de Bundiali. L'inauguration d'une école maternelle construite en briques plastiques pour faciliter l'intégration des tout-petits au préscolaire. Don de l'UNICEF avec son partenaire COICA qui contribue ainsi au renforcement des infrastructures scolaires. La COICA est extrêmement honorée de contribuer au développement d'un environnement d'apprentissage propice et intégré pour les élèves des régions de la Bagoué, du Poro et du Tchologo. Récompense des meilleurs élèves du concours des matières scientifiques. Une saine émulation pour amener les apprenants à s'intéresser aux mathématiques, aux sciences de la vie et de la terre, à la physique chimique, qui a concerné les élèves des classes de 4e et 3e des régions du Poro, du Tchologo et de la Bagoué. Merci pour tous ces prix que nous venons de recevoir et qui nous pourront fouetter l'orgueil des autres élèves qui se mettront au travail afin d'en bénéficier la prochaine fois.
Les lauréats ont reçu des ordinateurs portables, des bons d'achat et du numéraire. L'UNICEF invite les élèves, en particulier les jeunes filles, à aimer les matières scientifiques. En vous investissant dans les sciences, chers élèves, vous contribuez activement à la construction d'un avenir meilleur. Les disciplines scientifiques ouvrent des portes vers les carrières d'ingénieurs, de médecins, d'innovateurs, mais elles aussi sont exigeantes. Elles demandent de la rigueur, de la persévérance. Pour la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le défi du renforcement des infrastructures scolaires reste énorme. La construction de salles de classe est un grand défi pour l'offre d'une éducation de qualité en Côte d'Ivoire. Selon les prévisions du plan sectoriel éducation, nous avons besoin de 3000 salles de classe chaque année. Et c'est pour cela que le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation multiplie le plaidoyer en faveur de ses partenaires, au nombre desquels figure l'UNICEF, pour la construction des salles de classe tant au préscolaire, au primaire qu'au secondaire. La coupure symbolique du ruban suivie d'une visite des classes de la maternelle par les autorités présentes a mis fin à cette double cérémonie. On poursuit avec l'amicale des épouses des ministres qui s'engage aussi pour la rentrée des classes. Elle a procédé récemment à la remise des clés de 2 cantines scolaires au groupe scolaire régional de Trècheville et à l'EPP Cocody Pilote Sud 1. Des infrastructures réhabilitées par l'association à hauteur de 12 millions de francs CFA, un don de l'ADEME pour favoriser la sécurité alimentaire chez les apprenants. On en parle avec Carmel Dia. Cantine scolaire régionale. Tu ne passeras pas inaperçu les femmes des ministres non réhabilitées. Merci, maman. C'est à l'aide d'un poème rempli d'amour et de reconnaissance que les élèves du groupe scolaire régional de Trècheville ont remercié l'amicale des épouses des ministres. Cette association vient de réhabiliter la cantine scolaire de l'établissement et ce sont 3000 enfants qui vont bénéficier de cette action. Il y a 7 ans, nous accueillions ici même Madame la Première Dame. 7 ans après, ce sont les épouses des ministres pour venir poser un acte important. À son tour, le directeur des cantines scolaires a invité les élèves et le personnel de l'établissement à prendre soin de cet ouvrage destiné à offrir un cadre sain aux apprenants. Après Trècheville, le cap est mis sur la commune de Cocody, où une cantine scolaire a été aussi réhabilitée au sein de l'EPP Cocody Pilote Sud 1. Pour la présidente de l'amicale des épouses des ministres, toutes ces actions vont contribuer à la sécurité alimentaire des élèves. La priorité pour l'ADEME, c'est de faire en sorte que cette année, au niveau des cantines scolaires, on puisse en réhabiliter, on puisse en construire au maximum. Nous avons pour objectif d'améliorer donc, la vie des enfants pour qu'ils puissent avoir un meilleur rendement scolaire. Des actions qui viennent renforcer les efforts du ministère de l'Éducation nationale. De loin, on peut penser qu'à Cocody, on a tout. Mais vous vous rendez compte, au plein cœur de la commune de Cocody, on a encore des enfants qui ont des difficultés pour s'offrir un repas chaud à midi. Au nom de notre ministre de tutelle, nous avons un seul mot, c'est de dire merci. Au total, ce sont 12 millions de francs CFA qui ont été investis pour la rénovation de la cantine scolaire de l'établissement, groupe scolaire régional de la commune de Trècheville et de l'EPP Cocody Pilote Sud 1. En dehors de cette action, des réfrigérateurs, tables bancs et ustensiles de cuisine ont été offerts. La prochaine étape, ce sera dans la commune d'Abobo, à l'EPP Concorde. Le directeur général de la formation initiale au ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage était l'invité de la tribune du CICG. Alain Yavo a dévoilé la nouvelle réforme prise par son département au titre de la session 2024-2025. Il a annoncé 150 000 apprenants contre 143 000 l'année dernière. Le compte-rendu de Naomi Mokla et Jean-Marc Djadji. Invité à cette tribune d'information, le directeur général de la formation initiale, Alain Yavo, fait un tour d'horizon sur les réformes du secteur technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Ces réformes concernent la réhabilitation des établissements entamés depuis 2021, ainsi que la construction de nouvelles infrastructures. Il faut noter la poursuite de la construction de 17 nouveaux établissements, dont 7 seront livrés en décembre 2024. Il s'agira notamment des lycées professionnels construits à Ebimpe, à Yamoussoukro, à Diabo, à Dabakala,
à Congo, à Korogo et à Gbeleban. Les projets de construction de 14 lycées professionnels et techniques d'une capacité de 2000 places chacun dans les districts. La construction de 10 lycées professionnels d'une capacité de 1500 places chacun dans les régions et la construction de 50 collèges de formation professionnelle et technique d'une capacité de 1000 places chacun dans les départements. Ces innovations sont en adéquation avec le thème de l'année, dont la vision est de mettre en place un dispositif de formation professionnelle et technique de qualité, gage d'une insertion réussie des jeunes. Le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a deux principales missions. Premièrement, répondre à la demande en formation des populations pour leur insertion dans la vie active et favoriser leur promotion socio-professionnelle. Et deuxièmement, satisfaire les besoins des entreprises en personnel qualifié en vue d'améliorer leur performance et leur compétitivité. L'année de formation 2024-2025, débutée le 9 septembre dernier, prendra fin le 6 décembre 2025. Au programme, des cours théoriques et pratiques en milieu scolaire et en entreprise. On change de sujet et ce coup de radar sur les journées du droit d'accès à l'information publique qui sont désormais un rendez-vous annuel. Elles ont eu lieu cette année du 26 au 28 septembre dernier. 72 heures de réflexion et de partage d'expériences au service du droit d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics. La présidente de la KIDP, Anne-Marie Konapéina, était ce dimanche à l'invité de Hamza Diaby pour en parler. On regarde un extrait de son intervention. Les premières parties prenantes, ce sont les organismes publics, ceux auxquels la loi fait obligation de délivrer l'information. La loi va très loin en disant qu'ils ne doivent même pas attendre qu'on leur demande les informations. Ils doivent mettre les informations à la disposition, d'où toutes ces plateformes qui sont créées par les organismes publics pour que l'information soit accessible. Également, lorsqu'ils reçoivent une demande, ils doivent y répondre. Y répondre, faciliter l'accès aux citoyens, parce que s'ils n'ont pas cette information, ils peuvent également et ils doivent orienter le citoyen. Le manque d'accès, le manque d'information fait fructifier ne serait-ce que la désinformation. Ça, c'est ce que nous avons l'habitude d'entendre. Au-dessus de la désinformation, ai-je l'habitude de dire, se trouve l'information. Donc, d'où l'enjeu pour tous les États d'organiser l'information, l'accès à l'information à leurs citoyens. Cependant, peut-être, avant d'arriver au pourquoi le droit d'accès à l'information est important, il faudrait encore que les citoyens soient informés ou aient les compétences pour aller chercher l'information qui est mise en ligne de manière proactive par les administrations. Et là, au cours de ces journées, nous avons eu des recommandations allant dans ce sens, à savoir qu'il y a une nécessité de renforcer la capacité des citoyens également à aller chercher l'information qui est déjà disponible en ligne. Et je pense que, justement, l'un des objectifs de ces journées, en permettant la rencontre de toutes les parties prenantes autour de ce sujet essentiel, est de trouver les mécanismes pour que nous puissions nous accorder quelle est la meilleure pratique pour que tout le monde puisse avoir accès à l'information au bon moment. Nous mettons le cap hors de la Côte d'Ivoire. Izmir, troisième ville économique de la Turquie, a récemment abrité un forum économique, une rencontre organisée par l'ambassade de Côte d'Ivoire pour inciter aux investissements dans notre pays. Avec l'appui technique du CPC, les opérateurs économiques ont été renseignés sur les avantages du climat d'affaires ivoirien. En toile de fond, il s'agit de booster les échanges économiques entre nos deux pays. Jean-Luc Mongbo pour les détails. De plus de 235 milliards de francs CFA en 2019, les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et la Turquie ont atteint le volume de plus de 383 milliards de francs CFA fin 2023. Cette hausse fait de la Côte d'Ivoire le premier partenaire économique de la Turquie en Afrique subsaharienne francophone. Pour autant, on est encore loin du compte. L'ambition des deux chefs d'État est d'atteindre le milliard de dollars d'échanges commerciaux au vu des potentialités.
Dans cette optique, l'ambassade de Côte d'Ivoire en Turquie a mené début septembre une opération séduction auprès des milieux d'affaires de la ville d'Izmir, troisième pôle économique de la Turquie, après Ankara et Istanbul. À la chambre de commerce locale, l'ambassadrice Khadijata Touré présente la destination Côte d'Ivoire et ses opportunités d'investissement à une centaine d'hommes d'affaires. Pour attirer les opérateurs économiques d'Izmir, une représentante du CPC, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, était présente à ce forum économique pour rassurer de l'amélioration du climat des affaires en Côte d'Ivoire. Excellence, M. Alassane Ouattara a mis en place un cadre propice à l'investissement. Cela était d'autant plus nécessaire que Izmir est la troisième plus grande économie de la Turquie et le plus grand port d'exportation de la Turquie. Aujourd'hui, nous avons eu une réunion très productive au sein de notre chambre de commerce. Ce fut une journée enrichissante et le lieu d'une belle présentation où nous avons acquis des informations sur les opportunités d'investissement et les incitations proposées par leur pays. Après 2 ans de planification, nous avons enfin eu cette rencontre avec Madame l'ambassadeur Touré. Nous tenons à remercier tous les représentants des secteurs qui ont contribué à cette réunion, ainsi que tous ceux qui ont travaillé pour rendre cet événement encore plus productif. En marge du forum, l'ambassadrice ivoirienne est allée partager l'ambition de son pays avec le gouverneur de la ville d'Izmir. La délégation s'est aussi rendue à la 93e édition de la foire internationale d'Izmir et a effectué une visite guidée des locaux de plusieurs entreprises de la région. Je vous le disais en titre de cette édition, le lancement de l'assistance technique de France Travail à l'Agence Emploi Jeunes est effectif depuis quelques jours. Il s'inscrit dans le cadre de la 3e phase du contrat de désendettement et de développement C2D3. Ce programme, qui s'étendra sur 18 mois avec une vision jusqu'en 2027, vise à moderniser et à optimiser les performances de l'Agence Emploi Jeunes. On retrouve les précisions d'Olivier Kra et Lancine Bakayoko. Pour suivre l'amélioration du système d'information de l'Agence Emploi Jeunes par la mise en place des dispositifs d'accompagnement des entreprises et des demandeurs d'emploi. C'est l'objectif de la 3e phase du CDD en matière de création d'emplois pour les jeunes. L'Agence Emploi Jeunes accompagne les jeunes et que c'est aujourd'hui les défis des services publics d'emploi, j'ai envie de dire dans le monde, qui est que les jeunes doivent pouvoir trouver un chemin vers l'activité professionnelle. Et c'est ce qu'on fait aussi en France. Donc on a des communautés d'intérêt et c'est intéressant de relever ces défis ensemble. Et donc, en tant que service public, de travailler ensemble, en réciprocité, d'apprendre les uns des autres et puis de développer nos capacités mutuelles. C'est un beau défi. La question de l'insertion professionnelle des jeunes est une priorité pour l'État ivoirien, selon le ministre Mamadou Touré. Nous avons eu une première phase de ce partenariat qui a été fructueux et nous avons estimé qu'il était pertinent, dans le cadre du CDD3, de reconduire ce partenariat autour des 5 axes qui ont été définis, que ce soit en termes de renforcement de la coopération avec des partenaires, que ce soit les collectivités ou les entreprises, que ce soit en termes d'amélioration du système d'information, de communication, de la gestion des personnes, des ressources humaines de l'Agence Emploi Jeunes pour une meilleure efficacité. Vous avez ici tous les chefs d'agence qui ont effectué les déplacements pour cet atelier et qui pourraient donc après l'atelier rendre ce qu'ils ont appris à l'atelier au niveau de leur agence. Pour cette 3e phase, les réflexions rentrent dans le cadre d'une vision stratégique commune à l'horizon 2027 afin de pérenniser le partenariat Côte d'Ivoire-France. Et sur un tout autre plan, la représentante du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, était chez le médiateur de la République. Blerta Sela a été reçu en audience par Adama Toungara. Les échanges entre les 2 personnalités ont porté sur le renforcement des actions communes pour la préservation de la paix en Côte d'Ivoire. Plus de détails avec Éric Boré. Bleur Takela, nouvelle représentante résidente en Côte d'Ivoire du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, reçue par Adama Toungara, médiateur de la République de Côte d'Ivoire. Ces 2 personnalités se sont longuement entretenues sur la stabilité de la Côte d'Ivoire qui passe avant toute action de développement. Après son entretien avec le médiateur de la République, Bleur Takela nous livre les temps forts de ces échanges dominés par les actions du médiateur de la République dans le cadre de la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Le PNUD travaille ici en Côte d'Ivoire depuis 5 décennies pour la question de la paix et le développement durable. Donc pour nous, cette institution, c'est l'institution parfaite pour assurer
la paix et le développement durable en faveur de la population ivoirienne. Comment on peut assurer la paix et le développement? On est d'accord qu'on ne peut pas avoir le développement sans paix. Et particulièrement, ça, c'est tellement très important par rapport à la prochaine élection. Donc, on a parlé de la possibilité de collaborer étroitement sur les questions de la cohésion sociale. Le médiateur travaille à travers différents comités dans différents domaines tels que la sensibilisation de jeunes, de femmes, de la population en faveur de la paix. Outre la paix et la cohésion sociale, la gouvernance et la résilience avec des programmes dédiés au renforcement des institutions publiques et l'amélioration de la stabilité régionale font partie des axes prioritaires de la nouvelle représentante résidente du PNUD en Côte d'Ivoire. La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté s'est rendue dans le département de Dabou à Agbaï. Belmondo Dogo était accompagné d'une délégation de la Banque mondiale, une mission d'imprégnation pour rencontrer les associations de valorisation d'épargne communautaire afin de mieux comprendre l'impact du programme des filets sociaux productifs. Les détails avec Davis Oyo. Agbaï, village de la sous-préfecture de Toupa, département de Dabou, est bénéficiaire du programme des filets sociaux productifs. Opérationnel depuis 2015, ce programme consiste en l'octroi sur 3 ans d'allocations trimestrielles non remboursables d'un montant de 36 000, soit 144 000 francs CFA par an aux ménages les plus pauvres. Ce jour, la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, accompagnée d'une délégation de la Banque mondiale, est sur le terrain. L'idée, s'enquérir de l'impact du projet dans le quotidien des bénéficiaires réunis en association de valorisation d'épargne communautaire avec. Avant, on n'épargnait pas. L'AVEC a permis aujourd'hui que nous puissions avoir un peu d'argent de côté et en cas d'un problème urgent dans le ménage, nous sommes capables de réagir financièrement. L'acquisition d'un tricycle, d'un dépôt de gaz domestique, la production et la transformation du manioc et autres activités génératrices de revenus séduisent la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. En initiant le programme des filets sociaux, le président de la République avait pour objectif de sortir les ménages de l'extrême pauvreté. Et les femmes d'Agbaï nous démontrent à travers l'AVEC, à travers le programme des filets sociaux, que nous pourrons sortir de l'extrême pauvreté avec un accompagnement. La réalisation des projets générateurs de revenus des 71 bénéficiaires du programme des filets sociaux productifs de la localité d'Agbaï conforte la position de la mission de la Banque mondiale. L'institution réaffirme sa volonté à accompagner les efforts de l'État. C'est une stratégie très importante pour accompagner le gouvernement à réduire la pauvreté, à éliminer la pauvreté. D'où l'importance aussi dans la collaboration entre le gouvernement et la Banque mondiale de continuer de tels programmes. Autre temps fort, des attestations de bonnes pratiques, des dons numéraires remis aux membres de l'AVEC, association de valorisation d'épargne communautaire, par la ministre Miss Belmondo Dogo. Toujours à l'intérieur du pays, le ministre-gouverneur du district autonome du Zanzan était le week-end dernier dans la région du Bunkani. Souleymane Touré était sur le terrain pour une inspection des travaux de développement en cours. Il a visité plusieurs infrastructures, notamment le pont sur le fleuve de la Volta Noire, un pont qui relie la Côte d'Ivoire au Ghana voisin. Les précisions d'Hermaniamia. Le ministre-gouverneur du district autonome du Zanzan, une fois encore sur le terrain, pour l'inspection des grands travaux de développement de l'État en cours dans sa circonscription. Après le Gontougo, cette fois-ci, c'est la région du Bunkani qui l'accueille. À 6 km de Bouna, un vaste centre de formation professionnelle destiné à l'agriculture, la pêche et l'élevage est en cours de construction. Financé par la Banque islamique de développement, ce projet qui couvre une superficie de 20 hectares vise à former la jeunesse locale aux métiers agricoles, un secteur clé pour l'économie ivoirienne. On dit souvent que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. C'est ce que le président de la République a compris et a développé, a décidé de nous offrir ce joyau pour que nos enfants, nos frères apprennent les métiers liés à l'agriculture.
l'agriculture. Autre étape cruciale de cette visite, le centre hospitalier régional de Bouna en réhabilitation. Ce projet attendu par les populations locales vise à moderniser les infrastructures de santé de la région. Le ministre-gouverneur, après avoir inspecté l'avancement des travaux, s'est dit encore satisfait de la progression. Cette tournée s'est achevée au pont de Vonkoro, situé à 35 km de Bouna. Ce pont qui enjambe la Volta Noire représente un progrès majeur pour la région de Bounkani. Ils vont traverser maintenant sans le bac et ça va accroître les échanges commerciaux entre le Ghana et la Côte d'Ivoire à travers le Bounkani. C'est une satisfaction. Les infrastructures visitées, qu'il s'agisse du camp des réfugiés de Timala, du centre de formation professionnelle, du CHR de Bouna ou encore du pont de Vonkoro, illustrent l'engagement de l'État ivoirien à améliorer les conditions de vie des populations. On parle maintenant de tourisme avec la première édition du concept sport, loisirs et tourisme autour de la pratique du golf qui a eu lieu samedi à l'Ivoire Golf Club d'Abidjan. 80 professionnels du golf se sont affrontés sur le parcours. L'enjeu est de redonner au golf ses lettres de noblesse après une décennie d'hibernation, nous rapporte Patricia Omoitia. Aux côtés des grands professionnels qui se sont affrontés pour glaner le trophée Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs, parrain de cette édition, une vingtaine de néophytes ont été initiés à la pratique golfique par l'association sportive Ivoire Golf Club, présidée par Patrick Kei Boguina, avec le soutien de la fédération et la fêtière des joueurs professionnels. Le ministre Siandou Fofana s'est réjoui de ce que l'alchimie pratique sportive et activités ludiques se conjuguent à travers ce concept. Maintenant, nous allons dans les écoles primaires publiques pour récupérer les jeunes et pour faire du golf. Et vous allez voir que quand vous venez ici, les samedis ou les jeudis, les enfants sont à l'œuvre. L'idée, c'est de vraiment vulgariser ce sport et faire en sorte qu'on ait le maximum de golfeurs sur les parcours du golf d'Abidjan. Entre séances sur le grune et vulgarisation des thèmes propres au golf, sous la férule de Mme Isabelle Hano, DG des loisirs au ministère du Tourisme et des Loisirs, les amateurs se sont mesurés au cours d'un mini-tournoi à l'instar des golfeurs chevronnés. Leur engagement pour travailler de façon inclusive à mobiliser tous les acteurs, à développer le golf est à saluer et rien qu'au regard de l'engouement que cela a suscité, cela démontre que le golf revient au premier plan au niveau des loisirs et du sport dans notre pays. Pros et amateurs se sont tous retrouvés dans la soirée à la salle des fêtes de Sofitel Abidjan, Hôtel Ivoire, pour un dîner gala ponctué de la remise des trophées en présence du parrain, le ministre Siandou Fofana. L'enjeu est de redonner au golf ses lettres de noblesse après une décennie d'hibernation. Car, faut-il le souligner, le golf a constitué des années 90 à 2000 une attractivité pour la destination touristique et ludique ivoirienne, abritant de grands Open internationaux. On termine cette édition avec l'actualité internationale, le 7 sur 7, une sélection de Michel Digré. Un premier conseil des ministres après plus de 2 mois de crise politique. Les 39 membres du gouvernement de Michel Barnier se sont réunis lundi pour la première fois à l'Élysée autour du chef de l'État. 3 années après sa suspension, la Guinée réintègre l'Organisation internationale de la francophonie. La décision a été prise lors d'une assemblée extraordinaire du Conseil permanent de la francophonie. La justice béninoise a annoncé mercredi l'arrestation du commandant de la garde républicaine, d'un ancien ministre, Oswald Omeki, et de l'homme d'affaires Olivier Boko, soupçonné d'avoir planifié un coup d'État. La France, les États-Unis et plusieurs pays occidentaux et arabes ont appelé à un cessez-le-feu temporaire de 21 jours entre Israël et le Hezbollah. Une proposition qui a finalement été rejetée, une attaque ayant coûté la vie à Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah. L'ouragan Hélène a provoqué des inondations massives dans le sud-est des États-Unis et a fait au moins 44 victimes. Il perd désormais en puissance, mais pourrait encore provoquer des inondations et glissements de terrain.
Même scène de désolation au Népal, au moins 148 personnes sont mortes et 59 sont portées disparues suite à des pluies diluviennes, notamment dans la capitale Katmandou. 6 personnes mortes du virus de Marburg et 20 contaminées actuellement sous traitement pour la plupart des professionnels de santé. C'est le bilan dressé par les autorités rwandaises. Des efforts sont en cours pour retrouver et tester les personnes qui avaient été en contact avec les victimes. Ainsi va le monde, c'est la fin de ce live. Je vous dis à demain, 13h.